Bienvenue à tous sur la chaîne X Nouvelles AI. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification. Si vous avez des questions ou des avis sur la vidéo, laissez un commentaire et nous répondrons à tous les commentaires. Nous vous invitons également à suivre notre chaîne pour regarder les clips à venir et à nous soutenir en vous abonnant, en aimant et en commentant. La dernière honte à Gaza. The New York Times. Tout au long du génocide israélien, le rôle du New York Times a été, pour le dire gentiment, complice. Le journal a souvent blanchi ou carrément ignoré les atrocités commises par Israël, tout en accordant une crédibilité excessive aux allégations et aux mensonges israéliens. Les récits officiels israéliens ont effacé les voix et les expériences palestiniennes, et cette tendance se poursuit. Les enquêtes sur les atrocités israéliennes ont été rares et, lorsqu'elles ont été menées, souvent détachées de la couverture plus large des actions d'Israël contre les Palestiniens par le journal. Même dans ce cas, les rapports ont tendance à minimiser la gravité et à trouver des excuses, tout en se contentant de réitérer des faits établis depuis longtemps par d'autres journalistes et médias disposant de moins de ressources. Dans sa dernière enquête, le New York Times a rapporté qu'Israël avait assoupli ses restrictions de bombardement contre les combattants du Hamas, ce qui a entraîné un nombre plus élevé de morts civiles. Cet article, publié il y a quelques jours à peine, pourrait faire plaisir à certains que les médias grand public couvrent ces questions. Le rapport, qui se concentre sur la campagne de bombardement d'Israël dans les premières semaines après le 7 octobre 2023, confirme qu'Israël a commis de multiples crimes de guerre. Il révèle qu'à partir de 13 h le 7 octobre 2023, des officiers militaires israéliens de rang intermédiaire ont été autorisés à approuver des frappes de missiles contre des milliers de militants présumés et de cibles militaires. Ces officiers ont également été autorisés à cibler des individus classés comme combattants de rang inférieur, même si cela risquait de tuer jusqu'à 20 civils. En d'autres termes, 20 morts civiles ont été considérés comme un niveau acceptable de dommages collatéraux pour une seule frappe ciblant un combattant de rang inférieur. Le rapport précise en outre que les officiers israéliens de rang intermédiaire n'avaient jamais reçu auparavant une autorité aussi large pour attaquer de nombreuses cibles, dont beaucoup avaient une valeur militaire minimale tout en présentant un risque élevé de pertes civiles. Plus important encore, le journal affirme que cette directive, jusqu'alors non signalée, est sans précédent dans l'histoire militaire israélienne. Permettez-moi de souligner ce fait, jusqu'alors non signalé. Quand j'ai lu cette phrase, Jared, j'ai été frappé par cette information, car j'ai immédiatement reconnu l'information. J'avais couvert une enquête similaire menée par le magazine israélo-palestinien Pulse Fin 72 au début du mois d'avril, il y a près de 9 mois. Ce rapport décrivait l'utilisation d'un programme de ciblage par intelligence artificielle appelé Lavender, qui identifiait de manière autonome des cibles sans intervention humaine, ce qui se traduisait souvent par l'extermination de familles entières. L'article de Punic 172 affirmait « Dans un geste sans précédent, selon 2 sources, l'armée israélienne a décidé au cours des premières semaines de la guerre que pour chaque agent du Hamas, de bas niveau marqué par Lavender, le meurtre de 15 à 20 civils était autorisé. Assaz. Auparavant, l'armée n'avait jamais autorisé de tels dommages collatéraux lorsqu'elle ciblait des militants de bas rang. L'article citait également une source militaire israélienne. Quiconque portait un uniforme du Hamas au cours des 2 dernières années pouvait être bombardé, avec 20 civils tués en dommages collatéraux, même sans autorisation spéciale. La source a également noté que le principe de proportionnalité n'existait plus, affirmant que les victimes pouvaient même inclure 20 enfants pour un agent de bas niveau. Lorsque Pulina 772 a demandé quelle était la logique sécuritaire derrière une telle politique,
La source a répondu sans détour. Tué. Alors, de quoi parle le New York Times lorsqu'il affirme que cela n'a jamais été signalé auparavant? Je cite ici un reportage que j'ai personnellement couvert sur cette chaîne. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de ma vidéo intitulée « La machine à tuer dystopique d'Israël dévoilée ». Une autre citation de l'article du Times mentionne que des frappes risquant de faire plus de 100 morts civiles étaient parfois autorisées lorsqu'elles visaient une poignée de dirigeants du Hamas, à condition que les généraux de haut rang ou les dirigeants politiques approuvent la décision. Selon 4 officiers israéliens impliqués dans le processus de sélection des cibles, cette pratique n'était pas isolée. Revenant au rapport de Pulse 72, des sources ont révélé que lorsque la cible était un haut responsable du Hamas ayant le rang de commandant de bataillon ou de brigade, l'armée israélienne autorisait à plusieurs reprises le meurtre de plus de 100 civils pour éliminer un seul commandant. Un autre extrait du même rapport décrit le bombardement d'un commandant de bataillon en déclarant « Nous savions que nous tuerions plus de 100 civils ». Cette référence était liée à la frappe du 2 décembre 2023 visant à assassiner Wissam Farhat, comme l'a confirmé le porte-parole de l'armée israélienne. La source a ajouté « Pour moi, psychologiquement, c'était extraordinaire. Plus de 100 civils franchissent certaines lignes rouges. » En réalité, le New York Times a édulcoré ce qui avait déjà été rapporté par le magazine Plus 972. Le magazine Plus 972 a déclaré « Des frappes qui… » Attendez, laissez-moi bien comprendre. Le New York Times a déclaré que les frappes qui mettaient en danger plus de 100 civils étaient parfois autorisées. C'est ce qu'ils ont affirmé, qu'il était parfois permis de mettre en danger plus de 100 civils. Pendant ce temps, le magazine Plus 972 a rapporté que l'armée israélienne avait, le 11 septembre, le New York Times a déjà été informé de l'existence de Plus 972 magazine. Comment le savons-nous? Parce qu'il y fait référence plus loin dans le même article. Dans le paragraphe suivant, il est indiqué « Dans d'autres unités, les officiers considéraient une personne comme un combattant confirmé simplement si elle était répertoriée dans la base de données de ciblage Lavender. » Cette opération avait déjà été rapportée par Plus 972 Magazine, un média israélo-palestinien. L'armée israélienne a nié qu'il s'agissait d'une politique officielle, affirmant que tout analyste s'appuyant uniquement sur le système Lavender verrait sa décision annulée par ses supérieurs. Cependant, il est remarquable que le Times ne crédite pas correctement le reportage original. Au lieu de cela, il mentionne brièvement Plus 972 Magazine, puis le SAP, en utilisant un démenti militaire israélien pour contrer les allégations rapportées par Plus 972 Magazine concernant l'utilisation du système d'IA. Le New York Times présente les choses comme s'il y avait toujours une intervention humaine, alors que le magazine Plus 972 avait clairement indiqué le contraire, à savoir que la surveillance humaine était souvent absente dans ce système de ciblage. La manière dont le New York Times présente son rapport est révélatrice. Le sous-titre est le suivant. Ébranlé par le 7 octobre et craignant une nouvelle attaque, Israël a affaibli les mesures de protection destinées à protéger les non-combattants, permettant aux officiers de risquer jusqu'à 20 civils par frappe aérienne. Cela a conduit à l'une des campagnes de bombardement les plus intenses du XXIe siècle. Ce que fait ici le New York Times, c'est de montrer sa sympathie pour la décision d'Israël de commettre de graves crimes de guerre, plutôt que de mettre l'accent sur les victimes, d'innombrables Palestiniens massacrés dans les frappes aériennes israéliennes. Le cadrage suggère des mesures de protection affaiblies, comme s'il s'agissait d'un simple problème technique. Il présente les actions d'Israël comme une réponse au traumatisme, en se concentrant davantage sur les motivations derrière les crimes que sur les crimes eux-mêmes. Aurait-il présenté le 7 octobre de cette façon? Bien sûr que non. C'est un exemple classique de ce que l'avocate canadienne-palestinienne Diana Butu a souligné. Rien ne peut justifier ce qui s'est passé le 7 octobre, mais tout ce qu'Israël fait en réponse est considéré comme justifiable
même lorsqu'il s'agit de crimes de guerre horribles. Considérez maintenant la formulation du New York Times. Comment Israël a affaibli ses règles. Après le choc du 7 octobre, Israël a considérablement affaibli les garanties destinées à protéger les civils dans sa lutte contre le Hamas, a constaté le Times. Une fois encore, il présente la décision d'Israël de commettre des massacres de masse comme une réaction émotionnellement compréhensible, tandis que les massacres eux-mêmes sont réduits à de simples garanties affaiblies. Cela ressemble à une réduction de la réglementation sur la sécurité des entreprises, et non à un ciblage délibéré des civils. L'article fait apparaître les actions d'Israël comme irréfléchies plutôt que comme une politique calculée, malgré les déclarations répétées des dirigeants israéliens traitant explicitement les civils palestiniens comme des cibles légitimes. Par exemple, l'article explique que les frappes ont été si rapides qu'il est devenu difficile de vérifier si les cibles étaient légitimes. Pourtant, nous sommes censés croire que les salles de commandement israéliennes ont été émotionnellement dévastées par les conséquences. L'article indique en outre qu'Israël a épuisé sa base de données de cibles d'avant-guerre en quelques jours et s'est ensuite appuyé sur un système d'IA pour générer de nouvelles cibles, ce qui a conduit à un usage intensif de l'intelligence artificielle pour le ciblage. En termes plus simples, des bombardements de masse aveugles. Comme d'autres rapports l'ont montré, permettre que des agents de rang inférieur soient ciblés signifie un bombardement généralisé de communautés entières. Israël qualifie souvent arbitrairement des personnes d'agents du Hamas, ciblant des civils sans lien militaire légitime. C'est là le problème. Cibler un membre de bas niveau du Hamas, ou même un soi-disant agent, peut souvent inclure des fonctionnaires, des employés du secteur public ou des personnes vaguement affiliées à l'organisation. Il peut s'agir d'un cousin éloigné qui y travaillait dans le passé. Tout au long de la campagne de massacre de masse d'Israël à Gaza, il y a eu un schéma clair de politique d'État visant à punir collectivement les civils palestiniens, ce qui explique pourquoi les bombardements israéliens de Gaza ont entraîné des morts civiles à si grande échelle. Gaza seul, mais même en se concentrant uniquement sur la campagne de bombardement, il y a de nombreuses strates de génocide. Pourtant, la campagne de bombardement elle-même constitue une collection de crimes de guerre extrêmes. Nous l'avons dit dès le début parce que c'était évident. Nous pouvions voir ce qui se passait. C'est l'absurdité de tout ce génocide. Nous affirmons littéralement et à plusieurs reprises que ce dont nous sommes témoins, ce qui est clairement le génocide le plus évident de l'histoire moderne, doit être appelé exactement ce qu'il est. Et il ressemble exactement à ce qu'il semble. C'est l'absurdité de tout cela. Il était évident qu'ils étaient en train de rayer cette zone de la surface de la Terre. Et maintenant, après 14 mois, le New York Times arrive et dit « Eh bien, en fait, il y a quelque chose qui mérite d'être noté ici. » Le récit dominant depuis le début a été qu'il s'agissait d'autodéfense et que le massacre de civils était une forme de génocide. Israël a essayé d'éviter cela. Les médias occidentaux et non le public israélien ont été informés à maintes reprises de cela. Non, vraiment, cliquez sur n'importe quel message en hébreu et appuyez sur « Traduire ». Les dirigeants et les responsables israéliens n'ont pas prétendu cela. Mais lorsqu'il s'agissait de tuer des civils sur des chaînes comme Sky News, les présentateurs le justifiaient en disant « Des erreurs se produisent en temps de guerre. » Gentad. Un autre argument majeur que les médias occidentaux exploitent encore est l'affirmation selon laquelle les morts massives de civils étaient en fait dues à ce qu'on appelle les boucliers humains. L'idée était que les civils palestiniens étaient blessés non pas par l'armée israélienne, mais à cause des tactiques du Hamas. Et si vous essayez de contester quoi que ce soit de cela, vous étiez considéré comme un partisan du Hamas. C'est ce qui s'est passé. Ces personnes doivent être tenues responsables. Et au fait, il ne s'agit pas d'un cas de « Oh, nous avions raison et ils avaient tort ». Cela n'a pas d'importance.
Des erreurs se produisent, mais si vous niez systématiquement des preuves accablantes pour justifier un génocide, même si vous refusez de l'appeler ainsi, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui se passe réellement. Si vous essayez de nier la vérité sur un crime de grande ampleur, même lorsque toutes les preuves sont sous vos yeux, et que vous tentez de discréditer ceux qui disent la vérité depuis le début, il doit y avoir des conséquences. Vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Pour être clair, je ne prône pas la violence. Je prône la destruction de carrières et l'arrestation de personnes. Cela se termine par des arrestations. Cela se termine par l'emprisonnement de personnes, pas seulement de politiciens. Maintenant, le New York Times confirme l'évidence, 14 mois après le début de la campagne de bombardement. Et il le savait déjà. Il le savait depuis le début. Pour le contexte, regardez un article publié par PUN 172. Magazine, le 30 novembre 2020, intitulé « Une usine d'assassinats de masse, les coulisses du bombardement calculé d'Israël sur Gaza ». Il détaille comment Israël a effacé Gaza de la surface de la Terre avec ses bombes. Cette information a toujours été disponible. Les preuves ont toujours été là pour quiconque se donnait la peine de les examiner. Et voici un point vraiment crucial. Le magazine PUN 1972 a fait un travail incroyable, avec un budget limité par rapport au géant mondial qu'est le New York Times. Le Times aurait pu couvrir tout cela il y a longtemps et de manière beaucoup plus détaillée, mais il a choisi de ne pas le faire. Il a préféré faire écho aux récits trompeurs d'Israël. Maintenant que Gaza a été réduite en ruines et que d'innombrables civils ont été massacrés ou mutilés, il prétend publier des rapports exclusifs, alors que tout cela était déjà bien documenté. Cependant, je dirais ceci, même si l'article est profondément imparfait, il devrait quand même être ajouté à l'immense corpus de preuves prouvant qu'Israël est coupable de certains des pires crimes imaginables, et ses défenseurs comme ses auteurs n'ont plus où se cacher. Merci d'aimer, de vous abonner, de laisser vos réflexions dans les commentaires et de soutenir cet effort visant à défier les médias complices de ces crimes.